Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je pense qu'on va commencer. Les dernières personnes pourront entrer dans la salle, mais on va commencer pour ne pas prendre trop de retard. Donc bienvenue à cette table ronde où nous allons parler de CSRD. Alors vous allez me dire encore la CSRD, mais c'est vrai que quand on évolue dans l'univers de la RSE en 2024, c'est un peu difficile d'éviter le sujet. D'ailleurs, cette table ronde s'inscrit dans un cycle de conférences organisé par AEF depuis le début de l'année, où dans un premier volet, nous sommes revenus sur l'esprit de la directive et son lien avec les autres réglementations européennes. Et dans un deuxième temps, nous sommes entrés dans le détail des 12 normes ESRS. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des webinaires sur notre site internet. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que les questions de reporting, de data points ou d'audit des rapports de durabilité pour essayer de comprendre comment les entreprises peuvent utiliser la directive européenne CSRD pour engager un changement dans leur stratégie et dans leur gouvernance. Puisque, comme le rappellent assez régulièrement les FRAG, l'objectif final de la CSRD, c'est de faire évoluer le business model des entreprises vers plus de durabilité. Et clairement, on est loin du compte aujourd'hui. Juste pour vous donner un exemple, il y a une étude du cabinet Accenture qui est parue au mois de septembre dernier, qui a été réalisée sur 700 entreprises à l'échelle mondiale et qui montre qu'à peine 15% d'entre elles ont fait de l'ESG un levier de performance et de croissance. Et dans ces 15%, il n'y a aucune entreprise française qui figure. Donc comment faire pour changer la donne? C'est ce que nous allons tenter aujourd'hui de voir avec nos 4 intervenants. Merci beaucoup à tous les 4 d'être là. Donc, il y a d'abord Laurence Breton-Queeny, DRH de l'AFNOR et vice-présidence de l'ANDRH. Emmanuelle Cordano, vous êtes fondatrice et expert comptable pour CSR for Finance. Anne-Hélène Moncellato, vous êtes membre de l'IFA et présidente du comité d'audit de Genfit. Et Pierre Dehunic, vous êtes directeur général du cabinet Ricol Lastery. Merci beaucoup à tous les 4 d'être parmi nous aujourd'hui. Pour lancer le débat, je voudrais que l'on commence par faire un état des lieux. Aujourd'hui, on est à quelques semaines de la publication des premiers rapports de durabilité. Normalement, ça devrait intervenir vers le mois de mars-avril 2025. Qui, dans les entreprises, s'est occupé de ce sujet? Comment les entreprises se sont organisées en interne sur ces premiers rapports? Pierre Dehunic, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre regard? Oui, merci. Alors, en fait, ce qu'on constate, en tout cas pour les clients du cabinet, globalement, ce qu'on observe au sein des organisations, c'est que la fonction se répartit assez largement. Il y a assez souvent ou toujours un directeur RSE ou un directeur du développement durable, ou en tout cas une fonction qui porte cette responsabilité. Et puis, on la voit assez souvent rattachée de manière finalement assez répartie entre le secrétaire général, le DRH ou le directeur financier. Parfois, plus rarement encore, pour l'instant en tout cas, cette fonction se trouve être attachée au directeur général, au CEO de l'entreprise. Alors quand il est rattaché au DRH, globalement l'entrée va être effectivement liée à la communauté des salariés, à l'engagement que ceci va permettre et va permettre à l'organisation. Je schématise beaucoup, voire je caricature un peu. Bien sûr, la totalité de la fonction va être animée et gérée, mais pour autant, le prisme va être sans doute très lié aux parties prenantes internes. Quand on est rattaché au secrétaire général, le prisme est souvent en conformité. Là encore, je schématise beaucoup, bien sûr. Et quand on est rattaché au directeur financier, évidemment, le prisme est souvent lié à la performance financière, aux data et à la capacité pour le CFO, le directeur financier, d'accéder à ces data. Alors, moi, ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'en réalité, on a besoin de ces 3 fonctions et on a besoin, y compris au-delà de ces 3 fonctions, du directeur général. Il n'est pas possible d'engager un processus CSRD ou de s'intéresser, de s'attacher à la question de l'ESG dans les organisations sans que ce soit une responsabilité de la gouvernance dans son entièreté, c'est-à-dire le comité exécutif sous la leadership du directeur général. Et on doit s'intéresser à la dimension financière et économique, on doit s'intéresser aux parties prenantes, à la première place desquelles se trouvent évidemment les salariés, la communauté des salariés. On doit aussi s'intéresser finalement à la sécurisation de l'entreprise à travers ces questions de conformité. Il n'est pas possible, et c'est finalement ce que je retiens de l'observation et de l'animation que nous faisons dans un certain nombre de chantiers de ce type dans les organisations, il n'est pas possible de conduire ce chantier sans être totalement transversal dans l'organisation, peu importe in fine qui a le leadership de la fonction, qu'on soit rattaché à tel ou tel. Ce que j'observe enfin, c'est que globalement,
la décision du rattachement hiérarchique ou du positionnement de l'organisation pour en faire soit un outil technique, parce qu'il est obligatoire pour les entreprises progressivement, soit d'en faire un moyen et un levier stratégique, se trouvait très lié évidemment à la vision du CEO et à la connaissance qu'a le CEO et son conseil d'administration, bien sûr, de la mission et de l'activité elle-même, au-delà de la CSRD. Elle se trouve être liée au profil de la personne que l'on va nommer, son niveau de seniorité. On voit encore beaucoup de profils nommés qui sont en apprentissage de cette fonction nouvelle dans beaucoup d'organisations, mais c'est aussi lié plus largement finalement aux attentes des parties prenantes, les clients bien sûr, les actionnaires et plus globalement l'ensemble de l'écosystème. Vous venez d'évoquer effectivement le rôle central du CEO et notamment du conseil d'administration. Anne-Hélène Moncellato, aujourd'hui, comment les administrateurs appréhendent ces questions de durabilité, cette question de la CSRD, quel est leur niveau de maturité et comment ils s'emparent de ce rôle qui est le leur de challenger le CEO sur ces questions précises de durabilité? Alors, c'est un sujet qui est arrivé quand même assez tard dans les conseils. À l'Institut français des administrateurs, ça fait 6-7 ans que nous travaillons sur ce sujet-là et on a constaté en fait une montée assez douce dans la sensibilisation des conseils d'administration, des administrateurs sur le sujet. Une des raisons, mais on y reviendra, c'est que la CSRD touche énormément de problématiques, va très loin dans les entreprises, va très loin dans le fonctionnement des entreprises. Donc, en fait, on a eu en fait une première phase où, dans un certain nombre de conseils, on s'est aperçu qu'il y avait essentiellement peut-être une personne, 2 personnes qui commençaient à découvrir, à alerter sur le fait que ce reporting allait arriver. Et en fait, il y a eu presque, je dirais, un effet de sidération par rapport à l'ampleur de la tâche et à l'ampleur de ce que les entreprises allaient devoir mettre en œuvre pour appliquer la CSRD, avec une approche qui était, je veux dire, à l'IFA, on a poussé très très rapidement sur le fait que la CSRD, c'était du reporting certes, mais ça devait avoir une problématique de revue du business model dans son ensemble et ne pas être seulement que du reporting. Et en fait, on s'est aperçu que beaucoup d'entreprises ne l'envisageaient que sous un angle de reporting. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, d'une certaine façon, parce qu'en fait, de mettre les chiffres, de mettre les problématiques sur la table, va amener en fait à poser des questions, à réagir par rapport à ce qu'on va trouver et à se dire, il faut peut-être maintenant qu'on passe à la phase de plan d'action. Donc la façon dont les conseils ont monté en compétences là-dessus, il y a eu des formations. On commence à voir apparaître un certain nombre de formations certifiantes pour les conseils d'administration, pour les administrateurs. Donc ça suit son chemin. C'est certes un petit peu lent, mais on constate que maintenant, avec l'échéance qui se rapproche, alors certes, les premières entreprises qui étaient déjà à la DPEF, donc ce ne sont pas toutes les entreprises, mais celles qui viennent après commencent à vraiment se saisir de ces sujets-là et on commence à voir des débats au sein des conseils et qui vont tourner et qui vont être drivés très très largement en fait par la façon dont les auditeurs, que ce soit nos auditeurs financiers ou un autre tiers qui viennent auditer ces sujets-là, vont s'emparer du sujet et vont être monitorés un petit peu par alors soit le comité d'audit si c'est le comité par défaut, soit un autre comité nommé par le conseil pour suivre cet aspect de l'assurance externe, mais ça monte lentement, progressivement, mais sûrement. Je voudrais continuer de tirer le fil du bilan qui a été un peu dressé tout à l'heure par M. Deunic. Vous disiez qu'il y avait un tiers des entreprises qui avaient aussi décidé de donner la responsabilité du rapport de durabilité au directeur financier. Emmanuel Cordano, vous travaillez de manière plus directe avec ces départements. Comment se passe l'acculturation des directeurs financiers, des directions financières dans leur ensemble à ce sujet de la durabilité? Effectivement, donc il y a les directions financières, un peu comme les conseils, peut-être en parallèle, se sont emparés de ces sujets. Mais en introduction, Adeline, vous avez dit qu'on ne parlerait pas trop justement des enjeux de collecte de data. Donc, il y a des métiers de la finance ou des métiers du chiffre qui sont extrêmement importants pour la mise en place de la CSRD, qui sont le contrôle interne et l'audit interne.
Et j'en parle parce qu'ils sont en général rattachés à la finance, ou ce sont des métiers proches de la finance, qui étaient jusqu'à présent très peu impliqués pour le reporting des PEF en France. Et c'est vraiment clé, puisqu'on parle ici de gouvernance. Et ces fonctions de contrôle interne et d'audit interne sont la fondation d'une bonne gouvernance. Donc, que ce soit le directeur financier ou le comité d'audit, il y a une sensibilisation importante à avoir sur l'environnement de contrôle interne, surtout si à terme l'objectif c'est de faire de ce reporting de durabilité un reporting qui est au même niveau que le reporting financier. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Et si on continue toujours sur les statistiques qui ont été un peu évoquées tout à l'heure, donc il y avait également un tiers des entreprises qui avaient fait le choix de confier le reporting au DRH. Pourtant, tout à l'heure, en introduction, Laurence Breton-Queeny, vous nous disiez un peu à l'extérieur, excusez-moi, que c'était pas forcément le sujet que vous sentiez le plus qui inquiétait forcément le plus aujourd'hui les DRH dans les discussions que vous pouviez avoir. Donc, où est-ce qu'on en est vraiment et comment se passe la montée en compétence de la fonction DRH sur la durabilité et sur la CSRD a fortiori? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce que nous disions à l'extérieur, c'était de savoir si c'était mon champ de préoccupation. Non, ce n'est pas mon cœur de métier. Comme DRH, nous avons d'autres fonctions. En revanche, la CSRD est importante. Je rappellerai juste, on a fait une étude avec Deloitte et Lors qui est parue en mars dernier, quand je vous invite à la voir. Elle était à la fois sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Ça couvrait à peu près 74 entreprises, 2 millions de salariés. Pour vous dire, la NDRH, nous sommes à peu près 6 000 membres. Nous couvrons 12 millions de salariés. Bien entendu, la CSRD ne va pas couvrir l'ensemble de nos membres. Voilà, c'était pour avoir une tendance. Ce qui était intéressant, c'est de voir si nous étions prêts sur le sujet. Donc, on en avait déjà 34% qui étaient prêts. Et surtout, nous, on parlait surtout de la partie normes sociales pour savoir comment on envisageait la gouvernance. Eh bien, la majorité des répondants ont dit que ça devait être la DRH. Il est hors de question qu'on ne soit juste que des exécutants, que certains qui suivent des indicateurs. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans les filières métiers, dans la filière data, nous avons aussi des personnes qui font des data au niveau RH. Et je rappelle aussi que la CSRD, c'est 1 tiers de quanti, 2 tiers de quali. Donc voilà, c'est très important de se rappeler certains points et surtout de voir l'aspect humain, tout en sachant, on aura peut-être l'occasion de revenir, que d'avoir des couches d'indicateurs différents par rapport effectivement à un certain nombre de documents que nous devons produire, c'est pas forcément, on va dire, efficient, parce que n'oublions pas, et ça vous l'avez dit juste avant, les indicateurs doivent servir au pilotage, ça ne doit pas être le cœur du métier de faire des indicateurs. Et d'autant que certains, parce que pour travailler pas seulement sur le sujet, mais sur des normes ISO qu'on fait évoluer, on a déjà des indicateurs. En revanche, un point qui est important pour nous au niveau de cette partie normes sociales et finalement des 4 champs qui nous seraient attribués, c'est de voir effectivement la partie effectif qui en soi est une mauvaise traduction de workforce. Je rappelle que le workforce, c'est la main-d'œuvre. Donc appeler effectif et après avoir un champ effectif, voilà, c'est pas très intéressant. Mais surtout, avoir les travailleurs de la chaîne de valeur. En deuxième position, c'est vraiment un champ qui est important. Tout ce qui concerne les communautés, les consommateurs, c'est à travailler avec d'autres directions. Mais le fait d'avoir ce côté social et humain, on l'a déjà dans beaucoup de champs qu'on travaille au niveau international. Là, la différence pour nous, et soyons clairs, et l'étude l'a prouvé, c'est d'être prêt en France. Généralement, la majorité d'entre nous sont prêts, mais c'est surtout par rapport à l'Europe, parce qu'au niveau européen, nous n'avons pas forcément les mêmes types d'indicateurs et la même façon de piloter les choses. Donc c'est cette difficulté qui est supplémentaire quand on a effectivement des règles qui s'appliquent à nous. On l'a vu, l'ensemble des départements d'une entreprise, des secteurs d'une entreprise est concerné par la CSRD. Pierre Dunning, des entreprises que vous avez observées, est-ce qu'il y a un fonctionnement qui marche mieux qu'un autre? Est-ce qu'une entreprise, en confiant au directeur financier, est-ce qu'en confiant au DRH, est-ce que ça fonctionne mieux ou pas? Est-ce qu'on peut tirer un constat déjà un peu là-dessus? L'organisation est assez fondamentale en fait, dans la conduite d'un projet de cette ampleur. Pour autant, je pense qu'il est plus important encore que l'organisation qu'on y met, et qui se trouve être une déclinaison du point que je veux citer, c'est les visions
qui va sous-tendre le projet CSRD. Enfin, je reviens, peut-être qu'on en débattra tout à l'heure. Moi, j'ai la conviction, le sentiment que l'entreprise est traversée de KPIs, d'indicateurs, et que quand on traite les indicateurs, c'est que globalement, on a déjà fixé la stratégie. Or, la stratégie, me semble-t-il, est le fer de lance, ou en tout cas l'ingrédient central du projet, stratégie, chaîne de valeur. Ça veut dire business model, etc., etc. Et évidemment, si on traite la CSRD avec cette vision, alors il est déterminant d'aller structurer, peu importe le rattachement hiérarchique, mais il est déterminant d'aller structurer en fait ce chantier comme un projet collectif de niveau direction générale, rapportant au conseil d'administration évidemment, parce qu'il va nécessairement participer à transformer l'entreprise dans sa stratégie propre, dans son organisation, dans son modèle économique, dans les activités qu'on va développer, qu'on pourrait arrêter, ou en tout cas faire évoluer, etc., etc. Et donc, ce faisant, je ne constate pas de modèles organisationnels meilleurs les uns que les autres. Et je vois aujourd'hui des clients chez qui un rattachement au RH ou au financier ou au secrétaire général ou à la direction générale sont très performants parce que le projet est conduit de manière stratégique, qu'il est constitué, qu'une gouvernance vient sous-tendre ce projet stratégique en intégrant l'ensemble des grandes fonctions qui va permettre ou créer les conditions qui permettront la transformation de l'organisation en correspondance avec ce que nous faisons. Dans mes organisations précédentes, avant d'être consultant, si je puis dire, j'ai été dirigeant dans des grandes organisations. J'ai, depuis plus de 10 ans, conduit les processus stratégiques. Je n'étais pas en charge de la stratégie, mais j'étais en charge du process stratégique de l'organisation. Et j'ai le sentiment, et j'en fais le parallèle, que quand on a capacité dans une entreprise à construire un chantier stratégique, non pas avec le CEO et le CFO et beaucoup le board, évidemment, beaucoup le conseil d'administration, quand on le construit de manière collective avec l'équipe dirigeante, en associant le plus grand nombre, y compris des managers de région, des managers de pays, des managers de fonctions, quand on le construit plus simplement de manière collective, alors on a capacité d'élaborer une stratégie plus pertinente, plus globale, et surtout de l'exécuter. On a une meilleure capacité à exécuter la stratégie en correspondance si le projet est collectif. Et la CSRD, c'est une opportunité, de mon point de vue, formidable de construire un chantier collectif qui va questionner tout. La stratégie, le modèle économique, la façon dont les parties prenantes vont se représenter la performance de votre organisation, leurs attentes, vous adapter à l'écosystème, y compris aux concurrents, tout ça prenant en compte le cadre réglementaire, évidemment, tout ça, les compétences dont vous allez avoir besoin. Donc ce qui compte, me semble-t-il, c'est moins l'organisation et le rattachement que la vision qu'ont les dirigeants et le conseil d'administration, hein, très important, vous l'avez dit, mais je souscris évidemment à ça, pour en faire un chantier global, stratégique, et tout se déclinera, ce faisant, donc, de cette vision qui va être déterminante pour structurer à la fois l'organisation, s'assurer que les compétences sont disponibles ou qu'elles se construisent, et ce faisant, donc, conduire un chantier d'entreprise, un projet d'entreprise, et pas du tout un chantier réglementaire ou un chantier qui consiste à déterminer parmi les 1000 data points ceux qui doivent être dans le reporting de durabilité et la façon dont on va le restituer. Donc, c'est vraiment une opportunité extraordinaire, comme l'ont fait beaucoup d'entreprises depuis très très longtemps, d'aller raisonner et structurer sa stratégie simplement en capitalisant sur la durabilité. Je vais poser une question peut-être un peu naïve, mais comment on crée cette vision ? Comment vous dites c'est cette vision qui doit conduire au changement, mais comment on la crée dans une entreprise où, par exemple, elle n'est pas forcément intégrée à la base ? Je pense qu'il y a plusieurs acteurs. D'abord le conseil d'administration, mais ça va être dit mieux que moi par ma voisine. Peut-être les clients, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en B2B, régulièrement, je vois des clients qui me disent « Bon, franchement, ça ne m'intéresse pas, ou en tout cas, ce n'est pas ma priorité, ça va me coûter un peu d'argent, mais franchement, je n'ai pas le choix. Mon client en B2B attend un dossier de 70 pages. Et vous ne pouvez pas émettre que du reporting, que des data ou que des indicateurs. Vous allez devoir y mettre un peu de stratégie, un peu de réflexion, peut-être même faire évoluer une partie de votre service, le service apporté. Donc le board, le conseil d'administration, les clients, peut-être le CEO, quand le CEO est inspiré, non pas qu'il a tellement de choses à faire ou elle a tellement de choses à faire que parfois il peut prioriser différemment. Peut-être ses actionnaires,
parce que quand il va aller chercher un peu de cash sur le marché, un peu d'argent sur le marché, on va venir lui expliquer que sa performance telle qu'elle est évaluée par les agences de notation lui permettra pas d'avoir accès à cet argent dans les meilleures conditions, ou etc., etc. Quand il travaillera sa taxinomie, il s'apercevra qu'il n'est pas vert et que ses activités pourraient être gérées en extinction à terme, etc., etc. Donc c'est tout l'écosystème qui se mobilise, et je pense que la maturité de la CSRD, en tout cas des effets collatéraux et des bénéfices, plutôt devrais-je dire, collatéraux en fait à la CSRD vont se faire sentir très très vite, parce que ce sujet devient cœur, et aujourd'hui un certain nombre d'acteurs, entreprises, investisseurs, actionnaires, salariés, attractivité salariée, je ne l'ai pas dit, mais je suis certain que, comment dirais-je, là aussi on va vous le confirmer, tout ceci vient créer une tension que j'espère positive, qui va inciter à en faire un sujet stratégique et plus seulement un sujet technique. Anne-Hélène Moncellato, vous souhaitez réagir sur ce qui vient d'être dit, notamment sur... Non, tout à fait. J'allais effectivement compléter sur l'attractivité auprès des jeunes, la façon dont les entreprises communiquent. On s'en rend compte dans un certain nombre de secteurs qui sont directement liés à l'industrie pétrolière. En fait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de difficultés à recruter des jeunes, et qui nous le disent en entretien de façon extrêmement directe. Et au-delà des investisseurs, parce que sur les investisseurs, alors on a la finance verte en Europe, donc c'est censé aider, hein, c'est quand même l'arme essentielle que l'Union européenne a mise en œuvre. Et en fait, toute la CSRD a aussi pour but de fournir de l'information précisément à la finance, et une information fiable, structurée, ordonnée, homogène, comparable à la finance, pour qu'elle puisse décider de quel projet est financé par rapport à d'autres. Et c'est par là qu'effectivement, je veux dire, les entreprises sont un petit peu mises dans la seringue. Donc moi, je rejoins tout à fait les propos. J'étais très très heureuse de les écouter sur le fait que la CSRD, avant d'être une problématique de reporting, c'est une problématique de changement, de transformation en interne. Donc voilà, je pense qu'on se rejoint complètement là-dessus. Laurence Breton-Quigny, on vient de parler de projet collectif, d'embarquer tout le monde. En tant que DRH, on imagine le rôle que vous pouvez avoir également pour mobiliser l'ensemble d'une entreprise sur ces sujets-là. Comment concrètement ça se passe ? Vous l'avez dit, et moi j'apprécie de bien dire que l'humain est important. Alors nous, ce que l'on dit au niveau de la DRH, c'est que c'est une opportunité pour les transformations qui s'annoncent devant nous. Donc voilà comment on le voit. On pourrait le voir comme une contrainte parce que c'est obligatoire pour certains d'entre nous dès aujourd'hui, voire demain. Mais on dit que c'est une opportunité de travailler sur le sujet et d'emporter, parce qu'on parle beaucoup d'enjeux organisationnels, nous on parle aussi d'enjeux culturels. Parce que dans les parties prenantes, bien entendu, on a les salariés et l'engagement est important, mais on a aussi les syndicats. Quand on parle dans la partie rémunération qui est différente de ce que nous faisons en France, on voit bien un petit peu qu'on a parfois plus de la culture allemande sur certains sujets que de la culture française. Donc c'est vraiment un sujet. Mais ça commence pour nous par un enjeu de connaissance et de compétences. Parce que sinon, ce sera très compliqué. Et quand on parle à la fois d'associer les salariés, il faut aussi qu'on fasse monter en compétences tous nos élus, nos délégués syndicaux centraux. On se rend compte que, comme nous, ils ont des sujets sur lesquels ils sont plus habitués. On a bien vu les échecs aujourd'hui par rapport aux communications qu'on aurait dû faire sur l'environnement au niveau du CSE. En fait, ça n'a pas du tout marché dans les entreprises. Il n'y a pas eu d'appétence sur le sujet de l'environnement. Donc, c'est à nous de relancer le sujet pour la CSRD, de les former, parce que ce soit les uns et les autres, pour qu'on travaille bien ensemble, il faut avoir un niveau équivalent de connaissances. Et puis, n'oublions pas qu'il va falloir quand même les informer et les consulter sur bon nombre de sujets. Donc voilà, on s'y prépare. En tout cas, ça fait partie de nos enjeux, au même titre que les salariés. Mais en fait, la CSRD, ça va être juste une extension de ce qu'on fait déjà dans la RSE après le développement durable. Donc on le fait déjà. C'est différent parce qu'il y a un cadre qui devient de plus en plus précis, qui nous oriente, et c'est surtout faire comprendre à quoi ça sert. Pas que faire des indicateurs, quelle va être la transformation. Et pour nous, il y a plein de petits points qui sont à la fois intéressants et puis en même temps différents. On n'est pas habitué. En tout cas, on est moins craintif sur la partie France,
que sur la partie les autres pays au niveau européen. Et puis aussi, on a des soucis, on s'interroge, on va se dire, c'est pas parce qu'on est DRH qu'on n'est pas dirigeant, sur la question de la compétitivité des entreprises européennes par rapport à l'international et de ne pas faire d'usine à gaz de la CSRD et d'en faire vraiment un outil de pilotage utile et pas uniquement renforcer et prendre des personnes en fonction transverse pour faire on va dire des KPI. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'aider à la transformation et à la durabilité. Donc prêtons attention, peu importe finalement, et je suis un peu comme Pierre, ce que vous disiez, l'important c'est de voir ce qui est le plus utile et le mieux dans le positionnement de la fonction. C'est différent selon nos organisations, mais surtout, ayons à l'esprit l'efficience. Ne recréons pas des usines à gaz. Voilà, et je pense que certains, quand j'entends dans certaines organisations des recrutements qui sont en cours, je me dis qu'il faudrait prêter attention. Voilà. Vous venez de parler de compétitivité. L'un des points forts de la CSRD, c'est de dire que ça va permettre la comparabilité des données entre les entreprises et lorsque les normes sectorielles sortiront entre entreprises, notamment d'un même secteur. Emmanuel Cordano, comment cet élément, pour vous, peut être un point de bascule, en fait, cette question de la comparabilité des données pour les entreprises? Alors, cette question est extrêmement importante, mais j'avais envie peut-être d'apporter un peu d'éléments à la question que vous avez posée tout à l'heure sur justement la stratégie et les outils possibles au sein de l'entreprise, puisqu'on a parlé effectivement de la CSRD comme un levier de transformation interne avec la RH, avec la stratégie, avec le conseil. Mais il y a des outils, et en fait, la CSRD, il faut un peu l'envisager comme un programme à tiroir. On parle de KPI, mais en réalité, la CSRD exige que l'entreprise mette en place des sous-projets qui sont eux-mêmes au moins aussi importants. Et je pense en particulier à la taxonomie, qui est une réglementation qui doit être mise en place quasiment en même temps pour les entreprises qui ne sont pas encore dans le périmètre de la CSRD. Et pourquoi je parle de la taxonomie? Parce que c'est pour moi une réglementation qui est effectivement transformative. Autant la CSRD, ce qu'on est en train de voir, et avec la comparabilité, elle va pousser les entreprises à se transformer, mais un peu par réaction. La taxonomie est une réglementation extrêmement intéressante parce qu'elle va pousser les entreprises à se transformer, mais de façon proactive. De quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'un référentiel qui, au niveau européen, a normalisé finalement des opérations, enfin des activités qui seraient vertes et donc qui correspondraient à des critères d'alignement pour la taxonomie et qui se calculent de façon assez simple avec des ratios de chiffre d'affaires et des ratios d'investissement. Donc justement, on parlait tout à l'heure de la direction financière. S'il y a une réglementation qui est tout à fait liée à la CSRD que j'appellerais vraiment transformative, c'est la taxonomie. Et moi, mon conseil, c'est de regarder la taxonomie en parallèle des travaux qui sont faits par la CSRD parce qu'il donne un éclairage. Il n'y a pas d'obligation de la part de l'entreprise d'investir dans les activités qui ont été considérées comme vertes selon la taxonomie. En revanche, lorsque le travail de stratégie qui a été décrit par Pierre est fait par le conseil d'administration, par le COMEX, il y a un vrai intérêt à comprendre en fait ce référentiel de la taxonomie, à se poser des questions sur l'intérêt de l'entreprise d'investir ou de développer le chiffre d'affaires qui est considéré justement comme vert et qui par ailleurs a comme intérêt de concerner l'ensemble des entreprises européennes, donc justement qui permet la comparabilité. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà en tête des entreprises, des exemples d'entreprises qui utiliseraient ces KPI pour ce changement? Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que la première année de publication, c'était en 2022 sur l'exercice 2021. Et il y a une entreprise en particulier, SPI, qui a utilisé le ratio de chiffre d'affaires de la taxonomie comme un indicateur qu'elle a mis dans la première partie de son document d'enregistrement universel en disant aujourd'hui, nous sommes à, alors je crois que c'était 42% de chiffre d'affaires aligné avec la taxonomie. On a comme objectif d'être à 50% d'ici 2025.
Et tous les ans, effectivement, ce ratio augmente. Mais c'est assez exceptionnel parce qu'une réglementation qui concerne du reporting, puisqu'il s'agit d'être transparent, enfin faire ce calcul et communiquer dessus, voir une entreprise qui, dès la première année, s'empare de cette réglementation pour communiquer dessus et en plus se donner des objectifs, alors même qu'il n'y avait pas d'obligation de prendre ces ratios comme objectif, c'est la preuve que c'est une réglementation qui, en tout cas pour cette entreprise, avait du sens. Et c'est vraiment une réglementation, enfin pour le bâtiment, pour un certain nombre d'activités plutôt industrielles, qui est extrêmement intéressante et qui permet de démystifier certains sujets liés à l'atténuation du changement climatique, parce que justement, elle peut être illustrée activité par activité. Mais l'une des limites de la taxonomie, c'est que toutes les activités ne sont pas aujourd'hui éligibles, n'y sont pas aujourd'hui éligibles. Est-ce que la CSRD permet de compenser un peu ce sujet ou pas forcément ? Alors c'est vrai, en tout cas pour le climat, il y avait il y avait un nombre limité de secteurs qui étaient concernés par la taxonomie climat, même s'il y avait ce qu'on appelle les CAPEX individuels, donc des CAPEX qu'ont toutes les entreprises, comme la rénovation des bâtiments, l'acquisition ou la location de bâtiments qui concernent toutes les entreprises. Mais moi, je conseille d'aller regarder la taxonomie des 4 autres objectifs. Pour une entreprise qui fait, par exemple, de la vente de produits de seconde main, par exemple, ou qui pourrait en faire et qui le développe peu, eh bien, l'objectif économie circulaire peut inclure ces activités de vente de biens de seconde main ou de réparation et de maintenance. Donc c'est là où des entreprises, y compris de la distribution, qui n'étaient pas du tout dans le scope de la taxonomie pour le climat, auraient intérêt à bien comprendre comment fonctionne la taxonomie pour l'objectif économie circulaire et se dire, en fait, on a déjà en termes de stratégie l'objectif de développer cette activité, eh bien la taxonomie peut nous aider. Je vais donner un deuxième exemple sur la taxonomie, c'est un peu pointu, mais pour le secteur de la pharma, la taxonomie, enfin le chiffre d'affaires de toutes les entreprises qui fabriquent des médicaments rentre dans un objectif, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est la pollution. Donc déjà, la taxonomie permet de faire un éclairage sur cette industrie et sur un pan de cette activité qui serait justement polluante. Et quelles sont les activités de l'industrie pharmaceutique qui sont considérées comme alignées avec la taxonomie ? C'est la production la fabrication de molécules qui sont biodégradables. Donc en fait, la taxonomie a réfléchi à ce que pourrait être une molécule non polluante et pousserait le secteur à développer des molécules biodégradables. C'est pas sûr qu'aujourd'hui, ce sujet-là soit au cœur des discussions ou même des préoccupations des sociétés du secteur pharma, mais c'est là où je dis que c'est un outil qui existe et qui vaut la peine de s'y intéresser parce qu'il permet d'éclairer peut-être des angles de l'activité qui ne sont pas forcément aujourd'hui au cœur de la stratégie des entreprises. Alors, je vois que vous opinez. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir au rôle de cet instrument et la manière dont vous en percevez l'utilisation aujourd'hui ? Ce qu'on observe au sein de mon cabinet, c'est qu'en fait, en effet, c'est un outil essentiel et important, mais quand la transformation a déjà été faite, puisque en fait, une entreprise va pas publier ou communiquer si elle n'y est pas contrainte sur la répartition et l'organisation en fait de son activité au regard de la taxonomie, si elle n'a pas fait le travail préalable de transformation pour se préoccuper du climat, de la biodiversité, de l'économie circulaire, de la prise en compte de l'humain dans sa chaîne de valeur et des conditions dans lesquelles ces personnels vont, qu'ils soient salariés ou salariés d'entreprises, fournisseurs, etc., travaillent pour elles. Et donc c'est tout à fait déterminant et tout à fait important. C'est un des leviers financiers importants et économiques et financiers importants pour l'écosystème dans son ensemble, mais ça requiert qu'au préalable, ces entreprises aient déjà fait le travail et aient déjà participé à se transformer pour avoir capacité à qualifier une partie de leurs activités dans ces activités dites vertes, pour schématiser beaucoup, et ce faisant disposer, ou en tout cas bénéficier des avantages associés, qu'il s'agisse du recours aux ressources financières ou qu'il s'agisse de la qualification et de la classification et de la communication au marché. Nous pensons, pour capitaliser sur ce qui vient d'être dit, que ça ne peut pas être qu'un projet
ça ne peut pas être qu'un projet technique, en particulier parce que ça participe à produire de la valeur en equity. C'est-à-dire que la CSRD, le jour où elle sera déployée dans la plupart des entreprises, on verra et on constatera, c'est ce que nous croyons, mais fondamentalement, qu'à la fois ça va participer à faire évoluer des stratégies, des activités, et donc ça peut être susceptible de générer de la croissance organique, parfois de la décroissance organique compensée, mais en tout cas qu'elle doit être prise en compte, et que lorsque elle participera à générer des coûts, parce qu'il y aura des coûts associés, ça peut aussi, pour un certain nombre d'entreprises sur son marché propre, en comparaison, quand elles auront été vertueuses et efficaces, en comparaison à d'autres, encapsuler dans sa valeur intrinsèque, donc dans sa valorisation d'entreprise, une valeur qui sera prise en compte et qui incitera, je le crois, les conseils d'administration, le marché, les actionnaires investisseurs, mais aussi le management à se préoccuper de la matière parce que ça créera de la valeur économique et financière. Oui, merci. Moi, je souhaitais rebondir effectivement sur la question. Pour moi, la CSRD va effectivement aller au-delà de la taxonomie. La taxonomie est un outil, comme Emmanuel vient de le rappeler, qui est très intéressant parce qu'on finit par parler le même langage et on va pouvoir vraiment... il y a vraiment une problématique terminologique qui est très importante dans tout ce nouveau champ. L'intérêt de la CSRD, c'est qu'on va devoir faire de façon beaucoup plus importante le lien entre les états financiers et les états de durabilité. Et on va devoir beaucoup plus, rendre ce lien beaucoup plus perceptible. Et ça va impacter le rapport de gestion également sur les investissements à venir et ça va faire ressortir le coût de tout cet effort qui, je veux dire, qui n'est pas qu'un effort de reporting comme on l'indique, et qui est vraiment un effort de rendre les entreprises plus résilientes dans leur business model pour le futur. Et on a parlé d'adaptation au changement climatique qu'il ne faut surtout pas oublier. Hein. La CSRD, c'est pas seulement l'impact de l'entreprise sur l'environnement qui est quelque chose en soi, enfin l'environnement et le social, sociétal qui est quelque chose en soi évidemment de très très important, mais également l'inverse. Comment cet environnement, le changement climatique, ces tendances sociales, sociétales impactent l'entreprise et sa pérennité. Et faire le lien beaucoup plus clairement entre les états financiers dont on a tendance à comprendre qu'ils sont uniquement rétrospectifs. En fait, il y a beaucoup de prospectifs introduits dans les IFRS et la façon dont les unités, enfin, je veux dire, monétaires sont comptées, quelle couleur on leur donne dans les états financiers actuellement. C'est quelque chose qui va permettre de faire se rendre compte, en fait, que effectivement, c'est pas que du wishful thinking et c'est aussi beaucoup d'investissements derrière et d'impact potentiel si on ne les fait pas. Les premiers rapports de durabilité sont attendus pour 2025, le premier trimestre, mais certaines entreprises ont, dès l'an dernier, fait le choix de publier un rapport de durabilité. Est-ce qu'on peut déjà tirer des conclusions de ce qui a été publié? Est-ce que ce que vous venez de mentionner semble se confirmer dans les rapports qui ont été publiés l'an dernier? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Pierre Dunning, d'y jeter un œil et ce que vous en tirez comme conclusion. Oui, alors, oui, absolument. Je passais beaucoup de temps à lire des DPEF ou des rapports qui ne sont pas encore des rapports de durabilité, mais qui sont des durabilité. Alors, plusieurs choses. C'est plus facile pour ceux qui sont déjà engagés dans la DPEF, parce que d'abord, ils ont accès aux data. Et il faut bien reconnaître qu'il y a une base de données et d'informations qui sont assez fondamentales pour les construire. Le rapport de durabilité, c'est donc plus facile quand on a fait déjà une partie du travail et qu'on est déjà soumis à la DPEF. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La marche est gigantesque quand même, il faut bien le reconnaître, puisqu'en fait, on est en train de la revoir et revisiter complètement. C'est pour ça que je faisais parallèle avec les processus stratégiques. On regarde en fait sa chaîne de valeur dans un environnement et un écosystème complet. Et on va s'intéresser aux fournisseurs, on va s'intéresser à l'écosystème, aux clients évidemment, on va s'intéresser naturellement à la communauté des salariés, on va s'intéresser en fait à tous ceux et à toutes celles qui interagissent avec l'entreprise dans son écosystème global. Et ça, finalement, c'est fascinant de constater que quand on lit ces rapports de durabilité, pour la première fois pour ces entreprises, on entend parler d'acteurs dont on s'aperçoit qu'ils sont déterminants pour l'efficacité de l'entreprise ou un risque considérable. C'est
déterminant parce que l'impact ou un risque parce que, en effet, les conséquences auxquelles on peut être confronté. Je pense à une entreprise qui a besoin d'accéder, avec laquelle on travaille, qui a besoin d'accéder à des métaux rares. C'est la première fois qu'elle se projette et qu'elle se dit, je prends un autre exemple, comme ça m'évite d'être trop précis avec l'entreprise avec laquelle je travaille, mais j'ai passé 2 décennies chez Danone. Au moment de la crise de la vache folle, on s'était dit que nous étions mortels, parce que si nous avions eu quelques chercheurs que ce soit qui nous avaient indiqué ou avaient indiqué au marché que ce risque était susceptible d'être transmis donc de l'animal à l'humain, eh bien, on ne vendait plus de produits laitiers, plus de yaourt. Or, c'était plus de 50% du chiffre d'affaires de notre groupe. Imaginez-vous. Jamais, c'est la même chose pour la pandémie Covid, à quelques égards. On a tous travaillé à la crue décennale, à des tas de choses, parce que réglementairement, il faut le faire. Mais réellement, on le fait en cochant la case, en tic de boxe, comme disent les anglo-saxons, sans avoir derrière ces risques, notamment sur un certain nombre de thèmes, une réflexion stratégique, organisationnelle, transformationnelle, de manière à se dire, que se passe-t-il si ? Et le fait d'être dans son ensemble, en tout cas, j'ai constaté dans un certain nombre à la lecture d'un certain nombre de rapports de durabilité, qu'on a une très bonne compréhension dans ces rapports, bon, pour des entreprises assez matures, il faut bien le reconnaître, et assez avancées, mais une très bonne compréhension de ce qu'est son modèle d'affaires, sa stratégie, la façon dont elle va se prémunir des risques, anticiper et projeter ce à quoi elle pourrait être confrontée dans les 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans. Ce qui est très intéressant aussi dans cette démarche chez SRD, c'est qu'on est prospectif. Alors, on l'est dans la compta. La compta est prospective toujours. On fait des impairment tests, voilà, tout ça existe. Mais c'est quand même très circonscrit, il faut bien le reconnaître. Dans la fonction que j'occupais dans l'entreprise autrefois, ou dans les différentes entreprises auxquelles, il faut bien reconnaître que les impairments, c'était quand même le sujet des directions financières, des directions générales des boards, comité d'audit, mais assez peu du reste de l'organisation. Et ce qui est fascinant et passionnant, c'est qu'à la lecture de ce rapport, on s'aperçoit que ces sujets deviennent globaux, intéressent la totalité des acteurs de l'organisation, qu'ils auront tous, ces acteurs, organisations internes ou externes d'ailleurs, à jouer un rôle pour participer à cette transformation. Et donc on met en mouvement positif une transformation pour se prémunir des risques auxquels on va être confronté, pour garantir que l'impact que l'on a, la double matérialité, on n'a pas le temps, mais c'est une très très bonne idée de l'Europe par rapport à cette simple matérialité des anglo-saxons. Enfin, en tout cas, personnellement, encore une fois, on n'en a pas le temps. Et la lecture des rapports de durabilité si je puis dire, m'a convaincu de ça, s'il en était nécessaire. Laurence Breton-Queeny, de votre côté, dans les entreprises qui ont déjà tenté de l'exercice, est-ce qu'il y a des difficultés particulières qui remontent sur les questions, sur les questions plus sociales? Est-ce qu'il y a des... Alors peut-être qu'on peut prendre l'exemple du salaire décent. Le salaire décent, c'est vraiment un sujet. Et il y a aussi la directive Pay-Transparency qui arrive pour 2026 pour nous tous. Là, cette fois, ce n'est pas que dans le cadre de la CSRD et qui est un vrai sujet. Le salaire décent, on dit souvent, bien, si on est conforme à la convention collective, d'ailleurs, dans les indicateurs, il y a est-ce qu'on est couvert? Sachez que tout le monde n'est pas couvert par une convention collective en France. Hein. Et puis, il y a convention collective et convention collective, elles ne se valent pas toutes. Donc ça, c'est vraiment typiquement français. Mais on a un autre sujet sur lequel on a commencé à travailler au niveau de la NDRH, c'est ce qu'on appelle les salariés vulnérables, voire les prestataires vulnérables. Parmi eux, il y a effectivement ceux qui sont à temps partiel, contraints. Ceux, effectivement, qui vont faire les travaux de ménage et autres, quelques heures par-ci, par-là, où la question des déplacements n'est pas prise en compte. Et pour nous, c'est un vrai sujet, cette question du salaire décent qui doit à la fois remonter, bien entendu, au niveau des conseils d'administration, et puis on va dire à notre niveau en tant que consommateur-acteur, parce que quand on parle avec nos collègues DRH, c'est une question si du modèle économique, sommes-nous prêts à payer le vrai prix des services, parce que nous, en tant que DRH, on voit bien la question de la soutenabilité des emplois, hein, notamment proche de la retraite, avec les emplois dans le domaine social, notamment. Voilà, donc c'est un vrai sujet pour nous, et si ça pouvait permettre effectivement une revalorisation d'un certain nombre de métiers, une prise en compte d'une certaine pénibilité, je pense que ce serait bien. Et vraiment, cette question du salaire décent nous anime, parce que pour le reste, en tout cas au niveau français, ça va, mais
si vous voulez, nous, on applique les règles et on se dit que parfois, voilà, c'est cette vision des choses, et pas que pour nos salariés, aussi pour les salariés, pour les travailleurs de la chaîne de valeur. On ne peut pas fermer les yeux au niveau international, d'ailleurs on le dit. Si vous voulez, je trouve ça trop dommage aujourd'hui. Alors c'est vrai, bilan social, etc., si quand même vous faites vos prestataires. Je rappelle, il y a une différence dans les effectifs, ce qui est considéré effectif, ça va être les prestataires qui remplacent nos salariés. En clair, dans vos DSI, vous avez une partie de prestataires. Ça devrait apparaître. On en parle dans la CSRD et certains d'entre nous le font déjà dans leur tableau de bord RH. Mais après, il y a tout l'écosystème derrière sur lequel on commence à gérer, nous, les questions du harcèlement, qui est aussi un point qui remonte sur la CSRD. En tant que DRH, nous sommes déjà partie prenante pour notre écosystème, qu'il s'agisse de prestataires qui sont des travailleurs de la chaîne de valeur. Donc voilà, ça va permettre un certain équilibre, mais ça n'empêche pas, et moi je suis d'accord, ça doit être dans nos feuilles de route, de s'interroger à un moment donné sur effectivement ce qu'est le salaire décent. Après, la transparence, ça c'est autre chose, on le fera. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est qu'à un moment on se pose et qu'on arrête de nous donner des contraintes supplémentaires avec des indicateurs différents. Mes indicateurs dans le bilan social ne sont pas les mêmes que dans mon rapport comparé femmes-hommes, ne sont pas les mêmes que dans mon index égalité femmes-hommes. À un moment donné, soit on se dit qu'on fait quelque chose qui soit proche de l'Europe, qui nous simplifie parce que les indicateurs sont là pour dicter l'action. À un moment donné, j'ai des indicateurs dans le bilan social, je me dis à quoi ça sert, quoi. Donc voilà, on a tout un travail, et si la CSRD peut nous aider, et nous, le discours que nous avons à nos collègues qui ne vont pas être touchés par la CSRD, parce qu'il faut quand même une certaine taille, on a une PME, un certain nombre de critères, mais que c'est intéressant pour eux d'avoir des sujets de réflexion pour demain. Parce que nous, on a cette question d'attractivité et de l'engagement, et puis aussi des valeurs. Je rappelle qu'à un moment donné, on peut avoir tout l'argent qu'on veut, tous les systèmes IT qu'on veut, ça repose sur l'humain. Et donc, il faut pouvoir avoir une question d'engagement. Mais en tout cas, pour nous, s'il y a vraiment un sujet qui est important, sur lequel on doit tous s'interroger à un moment, c'est le salaire décent, à la fois nous comme DRH et puis comme dirigeants au niveau de nos CODIR. Le conseil d'administration aussi devrait regarder les choses, parce que souvent, dans les conseils d'administration, on ne va pas autant en profondeur. Et puis c'est un sujet de société pour chacun d'entre nous d'accepter de payer le vrai prix des services qui sont rendus. Anne-Hélène Moncelato, c'est vrai qu'on ne va pas suffisamment en profondeur dans les conseils d'administration sur ce sujet? Oui, alors ça va être tout l'enjeu de la formation en fait des administrateurs, c'est de justement d'arriver à comprendre. Alors il y a formation et formation. C'est sûr que 4 heures de formation sur la CSRD c'est pas suffisant, mais vous savez que dans les modèles de formation, il y a la formation formelle, il y a la formation entre pairs, discussion, échange, formation personnelle, lecture personnelle, participer à des conférences, et vous avez la formation on the job. Et là, au niveau de l'administrateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire visite de site, ça veut dire discussion avec des opérationnels, avec des DRH, je veux dire, et pas seulement rester dans la salle du conseil pour une formation de 4 heures sur la CSRD et les ESRS. On n'est pas du tout sur ce genre de grandeur. Et effectivement, c'est au cours de ces visites de site, de ces contacts très opérationnels, qu'on peut être amené à aller plus dans le détail et à faire émerger, je veux dire, au sein du conseil, un débat sur les vraies problématiques. Moi, je voulais réagir en fait un petit peu dans la suite de ce que Pierre avait évoqué sur la DPEF. Alors au niveau de l'IFA, nous avons mené un certain nombre d'auditions avec des grandes entreprises notamment, qui étaient soumises à la DPEF et qui nous ont dit qu'en fait, la DPEF, ça leur rendait quasiment la vie plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés déjà à un modèle de reporting. Ils ont déjà une forme de prisme, en fait, par lequel ils ont abordé ces sujets-là. Et là, on va leur demander de passer sur la chaîne de valeur. On va leur demander d'être beaucoup plus profond. Et passer d'un modèle où ils étaient quand même, je ne vais pas dire confortables, parce que ce n'est pas le cas, mais ils donnaient leur propre vision à un modèle où ils doivent être de façon normative, répondre sur un certain nombre de sujets, dont des sujets nouveaux pour eux et sur lesquels ils n'ont pas forcément envie d'aller, je pense. Alors, on a mentionné le salaire décent, c'est un très très bon exemple. J'en avais un deuxième qui était au niveau des dépenses de lobbying et de la nature des lobbying. Ça va être un sujet qui, effectivement, c'est le SRS G1, dans lequel on doit avoir quand même un certain nombre de détails à donner et sur lequel, que je sache, moi, dans la lecture des quelques rapports, je n'ai pas une lecture aussi exhaustive probablement que
mon voisin, mais j'ai pas vu beaucoup de détails actuellement sur les dépenses de lobbying, la nature des lobbying qu'on faisait, et c'est les dépenses directes et indirectes. Donc ça va faire, je veux dire, ce sont des sujets sur lesquels les grandes entreprises vont devoir monter. La vague 2, la vague 3 va devoir aller. Là où la vague 2 et la vague 3, je ne dis pas que ça va être plus facile, hein, je minimise absolument pas l'ampleur de l'effort, mais on aura eu la possibilité de voir les grandes entreprises. On aura des comparables, on aura des benchmarks, on aura des choses qui seront écrites, il y aura des outils qui auront été développés. On n'a pas évoqué le point sur les moyens pour les directions de monter sur ces sujets-là. On a évoqué brièvement le sujet de la double matérialité. Ça va déjà être tout un effort parce qu'il va falloir arriver à démontrer à des auditeurs pourquoi on donne l'information sur certains sujets, pourquoi on estime que certains autres sujets ne sont pas matériels. Donc, arriver à convaincre des tiers indépendants, c'est presque autre chose, enfin, c'est au-delà de la DPEF. L'autre sujet, ça va être le mapping de la chaîne de valeur, avoir des outils pour cartographier des chaînes de valeur dans des grands groupes. On ne va pas faire ça avec de l'Excel et du PowerPoint. Il va falloir passer sur un autre dimensionnement, une autre conceptualisation, d'autres types d'outils. Donc tout ça, en fait, les grandes entreprises doivent faire face à ça, dont elles s'y sont préparées. Hein, je ne dis pas que... Et la DPEF, effectivement, a permis qu'elles aient des équipes et qu'elles montent plus rapidement sur le sujet. Mais la route est compliquée également pour elles, ou a été compliquée pour elles, parce que ça approche très, très rapidement maintenant. Emmanuel Cordano, lors de la préparation, vous parliez aussi justement, un peu pour rebondir sur ce que vient de dire Anne-Hélène Moncelato, des fonctions, ce que vous appelez les fonctions orphelines, qui vont devoir être mobilisées dans l'entreprise et qui ne sont pas forcément rattachées à une direction en charge aujourd'hui des questions de durabilité. Comment on les mobilise, comment on les intègre à ce process? Oui, tout à fait. Donc je pensais plutôt à des sujets orphelins. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la CSRD qui, en fait, qu'il faut concevoir comme une série de projets. La CSRD en tant que telle, on a parlé de la taxonomie. Et il y a un autre projet ou une autre réglementation qui est très, très proche de la CSRD. C'est en France le devoir de vigilance ou la directive européenne sur le devoir de vigilance qui va bientôt être applicable. Et elle traite des droits humains. Et les droits humains, Laurence en a parlé tout à l'heure, c'est à la fois un sujet au sein de l'entreprise, dans l'écosystème direct, effectivement, c'est le cas de harcèlement et d'une ligne d'alerte, par exemple, mais ça peut aller beaucoup plus loin, puisqu'on peut parler de droits humains parmi les fournisseurs de rang 2, 3, 4, qui sont au-delà de l'écosystème direct des RH. Et ça, jusqu'à présent, ça pouvait être considéré, même si ça devrait moins être le cas avec le devoir de vigilance en France, par exemple, pour les grandes entreprises, mais comme un sujet qui était orphelin parce que à la fois important, mais finalement pas directement lié à la RH, pas directement lié aux achats pendant un temps. Voilà. Donc la CSRD, elle a comme intérêt très fort de mettre ce sujet au centre en fait des préoccupations pour le coup du reporting extra-financier, puisque vraiment due diligence ou devoir de vigilance est complètement intégré dans les obligations des entreprises. Et ça comme vertu d'obliger les entreprises à se poser les questions. Avant de laisser la parole à la salle pour vos questions, je vais vous passer le micro à tous. En conclusion, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour justement faire de la CSRD cet outil de transformation dont on vient de parler? Je ne sais pas qui veut commencer. En fait, je dirais qu'on ne peut pas avoir une réponse générale parce qu'en fonction de la taille de son organisation, certains sont déjà prêts, d'autres pas. Mais justement, nous, on s'est donné de communiquer et d'informer et de former. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que là, c'est ma ligne de mire dans quelques temps de former aussi tous mes élus sur le sujet. Parce que même si on est touché plus ou moins, on ne peut pas faire comme si la CSRD n'existait pas. Donc on a l'obligation à la fois d'informer et de sensibiliser les collaborateurs qu'on entend parler, ne serait-ce que pour savoir si leur organisation est touchée, si oui, quand, et ensuite, effectivement, l'ensemble de nos parties prenantes. La CSRD est-elle transformative? On a vu un certain nombre d'éléments de transformation interne avec des départements qui vont devoir monter en compétence sur ces sujets, de sujets eux-mêmes orphelins qui sont maintenant
qui ne peuvent plus ne pas être intégrées dans la réflexion de l'entreprise. Et je pense aussi qu'elle va être transformative parce qu'en termes de comparabilité, il y a eu quand même, pas en France, mais dans d'autres pays européens, des premiers rapports l'an dernier sur lesquels on constate que le fait que ces rapports de durabilité ont le même format, donc vraiment qu'on puisse les comparer, permet à tout à chacun d'aller regarder en fait ce rapport de façon beaucoup plus aisée qu'on le fait sur une DPEF, où il faut rentrer en détail. Effectivement, on peut avoir beaucoup de détails sur le business model d'une entreprise, mais en fait, jusqu'à présent, toutes les DPEF étaient différentes. On va avoir avec ces rapports de durabilité des rapports qui sont extrêmement comparables, et on va pouvoir tous, chacun, regarder sur des indicateurs qui nous intéressent, les indicateurs des entreprises en question et les comparer. Et ça veut dire qu'on aura des candidats pour les entreprises qui pourront assez facilement aller regarder les indicateurs RH, par exemple la pyramide des âges ou le pourcentage de femmes dans la direction générale, qui sont des éléments qui étaient donnés plus ou moins, mais qui sont aujourd'hui normalisés et qu'on va trouver au même endroit dans tous les rapports de durabilité. Donc il y aura une lecture plus simple de ces sujets-là, et peut-être une transformation qui va venir de cette comparabilité et des exigences plus fortes, des demandes des investisseurs aussi qui vont poser des questions. Si l'indicateur sur le lobbying n'est pas présent, eh bien, il n'est pas exclu qu'il soit demandé par des ONG, demandé par des parties prenantes externes, parce qu'elles-mêmes savent que c'est un indicateur qu'il faut demander et que si elles n'ont pas l'information, elles feront en sorte et elles pousseront les entreprises à être transparentes. Donc oui, la CSRD, on va être surpris, mais ne serait-ce que pour cette normalisation des rapports va permettre aux entreprises de se transformer sur des sujets qui ne sont pas forcément dans son cœur de métier. Trois remarques. Je suis tout à fait d'accord avec ces dernières remarques. La CSRD, je suis un peu fan, mais je reviendrai après, vous l'avez compris. Mais la CSRD, en fait, c'est beaucoup inspiré. En fait, l'ensemble des rédacteurs sont beaucoup inspirés des normalisateurs, et ça participe à faire converger de manière très structurante l'ensemble en fait du reporting de durabilité avec l'ensemble des initiatives privées que prenaient les entreprises quand elles avaient envie d'être positives avec GRI et tous les autres normalisateurs. Et donc il y a une très grande cohérence, un très grand alignement qui est en train de s'opérer sur les questions de durabilité, qu'il s'agisse des indicateurs, qu'il s'agisse en fait du mode opératoire de reporting, des thèmes qui sont traités et de la façon dont ils vont être classifiés. Et donc globalement, ça prendra du temps, beaucoup de temps, mais ça va être simplificateur à terme, alors que ça apparaît aujourd'hui plutôt comme complexifiant. Ma deuxième remarque, c'est que, soyons clairs, si nous avions demandé aux chefs d'entreprise, aux dirigeants d'entreprise, aux organisations professionnelles représentant les entreprises, qu'il s'agisse de la France ou de l'Europe, s'ils avaient envie en fait, de la CSRD, il n'y a aucun doute, aucun n'en voulait, soyons clairs. Les seuls qui étaient favorables à la CSRD, c'est ceux qui étaient contraints à la NFRD, une autre norme, et notamment à ces questions de taxonomie, c'est la même chose d'ailleurs, et qui avaient besoin de reporter sur les chiffres d'affaires, les investissements, etc. Donc les seuls qui étaient favorables à la CSRD, c'était les financiers, pour schématiser, le secteur financier, qui a besoin de faire du reporting et qui n'arrivait pas à le faire de manière décente, cohérente, parce que ce qui vient d'être dit était tellement vrai, personne ne reportait à l'identique, et donc ce faisant, il était très difficile pour l'ensemble des acteurs d'aller se faire une représentation précise, objective et sincère de ce qu'était finalement l'activité verte, encore une fois je schématise infiniment, des entreprises au sein desquelles elles investissaient. Et maintenant, à votre question, pour répondre plus précisément cette fois à votre question, est-ce que nous sommes prêts? Personne n'est prêt. Même ceux qui, en effet, vous avez raison, et je souscris là aussi à ce que vous disiez à propos de la DPEF, les grandes entreprises ont des compétences, des équipes, des moyens. Et donc cela facilitera effectivement la mise en œuvre de la durabilité. Pour autant, personne n'est prêt, y compris les auditeurs. Je me permets ce commentaire, parce que ce n'est pas les 90 heures de formation mais de formation, que ce soit par la compagnie des commissaires aux comptes ou des experts comptables, qui vont permettre à des acteurs qui sont des spécialistes de l'audit ou du contrôle, comprendre les matières auxquelles on se trouve être confronté, qu'il s'agisse de la biodiversité, etc. Et quant à imaginer qu'ils vont être capables de vérifier
Si un thème est matériel ou pas, là, franchement, on n'y est pas du tout et ça va prendre des années. Donc, mais c'est pas grave. Encore une fois, moi, je considère que ça n'est pas grave. Pourquoi? Parce que d'abord, la CSRD et les rapports de durabilité vont être en construction progressive. Là, finalement, le seul risque pour le moment, il est réputationnel. On n'a pas encore de risque en dehors des établissements financiers avec BAL 4 qui pourrait amener ces entreprises à devoir mettre du fonds propre supplémentaire et donc être sanctionnées sur le plan financier. Globalement, la sanction financière est quand même, sauf à être insincère et malhonnête, mais ce n'est pas l'hypothèse que nous retenons les uns et les autres. Mais c'est une autre nature et ses devoirs de vigilance et ces conséquences-là. Mais au titre strictement de la CSRD, le risque il est réputationnel, c'est le risque principal. Mais encore une fois, on a tout à fait capacité à progresser, on a capacité à se tromper et à évoluer de manière régulière. Il s'agit simplement d'être sincère, de s'être engagé avec une volonté tout à fait déterminée dans ce processus, dans cette démarche. Et je pense qu'en effet, ça va prendre quelques années. Merci. Moi, je rebondis tout à fait. Alors, j'apporterai la nuance. La CSRD va être transformative pour les entreprises qui la verront vraiment comme une opportunité. C'est-à-dire une opportunité de regarder sérieusement leurs risques, donc y compris les risques liés au changement climatique, les sécheresses plus fréquentes, donc les sécheresses qui vont impacter soit leurs propres unités de production, soit celles de leurs sous-traitants pour des matériaux critiques. Ça va être donc l'occasion pour elles de regarder sérieusement leur chaîne de valeur. La chaîne de valeur, on en parle au niveau des conseils essentiellement lorsqu'il y a des crises. Là, on va en parler un petit peu en amont et je rejoins tout à fait le point sur le fait que ça va prendre des années, mais l'intérêt, c'est de démarrer maintenant pour rentrer dans une pensée de la complexité d'ensemble qui manque. Là, actuellement, on est essentiellement sur la dimension financière, de performance financière, pour rentrer sur une notion de performance beaucoup plus globale. Et je veux dire, il faut démarrer maintenant pour avoir ce modèle mental et progresser ensemble là-dessus. Et plus on retarde de démarrer, plus ça prendra de temps et on repousse dans le futur. Donc je suis également une grande fan de la CSRD. Le point clé de la CSRD, c'est au-delà du reporting, c'est vraiment cet enjeu de résilience pour les entreprises, pour être beaucoup plus fortes. Et c'est pour ça que les conseils s'en préoccupent et doivent avoir cet angle correct, cette perspective correcte sur ce que ça apportera comme valeur à l'entreprise, de mettre à plat les sujets, que ce soit matérialité, que ce soit chaîne de valeur, amont, aval, donc y compris les aspects de logistique, distribution, packaging, ce genre de choses. Et c'est ce qui permettra effectivement d'en tirer toute la valeur ajoutée pour les entreprises européennes en tout cas. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces échanges. Nous allons donc désormais passer à une partie de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Allez-y. Allez-y. Alors, je vais peut-être prendre la parole parce que là...
Oui, oui, tout à fait, parce que le conseil est directement mis en avant, et je vous rejoins tout à fait. Ce sont vraiment, c'est un sujet qu'on avait prévu d'aborder, qu'on n'a pas eu trop le temps, en fait, des enjeux de formation des personnes et de partage sur les enjeux et d'analyse des impacts en matière, je veux dire, agricole. Alors, je ne suis pas une spécialiste de ces sujets, de ce secteur, mais effectivement, si on ne se pose pas la question de la place de l'agriculture régénératrice, de la santé des sols, des micro-organismes, du niveau d'intrants qu'on met dans les cultures, du type de culture qu'on fait par rapport aux sécheresses. Non, mais c'est effectivement, si on rate la discussion sur ces enjeux-là, on ne peut pas avoir de débat serein, parce que là, on a une dimension, enfin, je veux dire, les niveaux de production, de productivité à l'hectare sont directement impactés, et on sait très bien aujourd'hui qu'on ne peut pas être dans juste arroser avec des pesticides d'un côté et des engrais organiques de l'autre, qu'il faut aller sur autre chose. Et là, pour le coup, alors, c'est pour ça que la formation des conseils, ça ne peut pas être que 4 heures en chambre ou même un certificat de 80 heures. Il faut aller voir des experts, je veux dire, qui viennent en appui des directions, des écologues, je veux dire, des gens qui viennent vous parler de vraiment la réalité concrète dans le terrain. Donc, les conseils ne peuvent pas tout, indéniablement, mais en tout cas, ils ont la main sur un curseur qui est quand même assez important, qui est celui de la rémunération des dirigeants et de la nomination des dirigeants. Donc l'éducation du conseil et la façon dont sont recrutés les dirigeants, et alors là, il y a une véritable responsabilité des chasseurs de tête, parce que moi j'entends dire très souvent on n'arrive pas à trouver de candidats compétents. Ça n'est pas vrai. Ça me rappelle les débats sur la loi Copé-Zimmermann. On n'arrivait pas à trouver de femmes compétentes pour aller sur les conseils d'administration. On y est quand même arrivé en France, et maintenant on s'y met au niveau européen. Donc il y a des candidats tout à fait valables, tout à fait formés. Effectivement, ça demande d'aller les chercher, je veux dire, pour enrichir le conseil d'administration. Alors, on n'a pas parlé, ou Emmanuel a dû toucher un petit mot très, très succinct sur la CS3D, qui est le devoir de vigilance au niveau européen, qui ira aussi plus loin que le devoir de vigilance français, puisqu'il ira également sur la chaîne de valeur, où là, on risque d'avoir une responsabilité des administrateurs qui pourra se jouer plus facilement, on dira, une mise en responsabilité plus facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans la CSRD, le simple fait d'avoir à donner l'information sous contrôle du conseil d'administration. Tout ce qui est dit dans les rapports annuels, le conseil d'administration, ce sont des déclarations, c'est eux qui reportent aux actionnaires, ils peuvent théoriquement être attaqués dessus. Donc rien que le fait de donner de l'information sur ce type de sujet, d'avoir à se positionner sur ce type de sujet, devrait amener des débats. Et je reconnais tout à fait que sur les années passées, ça a certainement été compliqué. À un moment, parce que des tiers vont venir nous poser des questions, des tiers indépendants, alors qui, je veux dire, qui seront peut-être pas, qui vont être en montée de compétences progressive, comme nous tous, ça risque quand même de secouer un petit peu en termes de discussion. On évoquait ça avec Emmanuel, les débats qu'on va avoir au niveau des conseils, des directions financières RSE sur les analyses de matérialité. Nous sommes tous un petit peu inquiets parce que certains conseils ne sont effectivement pas au niveau. Nos auditeurs sont quand même, avec 90 heures de formation, quand même un petit peu plus au niveau que certains administrateurs. In fine, c'est eux qui ont la décision sur le rapport qu'ils vont sortir. J'aimerais juste apporter un complément. Enfin, je suis tout à fait naturellement aligné. Ce qui est très compliqué, et on le voit parfois chez certains clients dans notre cabinet, c'est que le board et le COMEX se trouvent être très alignés parce que ce sont des entreprises familiales avec des capitaux. Enfin, c'est ce que je devine, des capitaux en contrôle, etc. Et donc, on a nommé au conseil d'administration les dirigeants qu'on entendait nommer en correspondance avec ce que nous étions directement. Et donc, il n'y a finalement pas énormément de différence entre le conseil et si ce n'est la propriété de l'entreprise. Moi, la recommandation, le seul exemple à lequel j'ai été confronté, tout ça est très nouveau, vous le savez, mais finalement, la seule expérience que nous avons, c'est ce que nous avons fait aussi pour la description que j'ai faite tout à l'heure du processus stratégique. C'est l'ouverture aux parties prenantes et l'ouverture à l'écosystème. C'est-à-dire que j'ai organisé pour notre client une série d'interviews, d'entretiens, de rendez-vous, de visites. J'ai commencé avec les financiers, les banquiers.
Et là, ils ont été un peu douchés. L'entreprise est très profitable et très successful. Pour autant, les financiers leur ont expliqué leurs contraintes. Je reviens à ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Ou en tout cas, ce à quoi ils allaient s'attacher. Et s'ils veulent continuer à se développer, ils ne vont pas avoir le choix pour accéder aux ressources financières. Et ce n'est pas seulement pour être classé vert ou gris. C'est tout simplement pour avoir accès à la ressource financière. Ce n'est même pas pour le taux. Ce n'est pas pour les 30 points de base. C'est beaucoup plus que ça. C'est pour l'avoir ou pas. Et puis, on a ensuite rencontré des associations de consommateurs, on a rencontré le régulateur quand même, parce que c'est une entreprise qui est partiellement régulée, enfin qui est régulée sur une partie, etc., etc. Et à la sortie de cet exercice, qu'ils n'avaient jamais fait, or nous, dans les processus stratégiques que j'ai animés, dans mes 2 dernières entreprises, on allait rencontrer la totalité des parties prenantes, toutes. Les salariés, et ça on y a accès facilement, mais les clients, les fournisseurs, et que sais-je. Quand les fournisseurs vous disent qu'ils en ont assez d'être rincés par vos comportements et par le fait et que peut-être ils vont réfléchir à cesser de vous fournir des produits de qualité dans les délais qui conviennent, etc., parce que le comportement que nous avons à leur égard en tant qu'employé entreprise n'est pas satisfaisant et qui cherchent d'autres marchés pour pouvoir se passer de nous, je vous garantis que ça vous fait réfléchir un peu. Donc quand vous avez capacité, dans un cadre de confiance, j'insiste sur ce mot, dans un format détendu et en confiance, d'écouter vos parties prenantes, avant même de parler de la CSRD, et que ces parties prenantes vous expliquent ce qu'ils pensent de vous, que vous mettez en parallèle ce que les agences pensent de vous, parce que les agences vous notent quand même, que vous le vouliez ou pas, ou les tiers, ou les analyses de tiers, etc., etc., globalement, vous commencez à mettre, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est négatif, donc je vais le faire quand même, et c'est le verre dans le fruit. J'aimerais trouver un terme qui soit positif. Vous allez créer les conditions à la motivation, effectivement, et à la sortie de cette culture de secret, et du fait que si on ne dit pas les incidents bactériaux qu'on a eus dans nos usines, on va avoir moins de risques. Pas du tout, beaucoup plus, etc., etc. Donc il y a un vrai sujet attaché à la compétence, à la formation et à l'ouverture. Et ça, c'est préalable à quelques process que ce soit de transformation. Et la CSRD, comme nous vous l'avons dit, c'est un process de transformation. Et donc, c'est pas facile, mais c'est une magnifique opportunité pour les directions RSE ou développement durable. Allez-y, oui. Alors, je ne parle que de l'expérience que j'ai. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise, une grande entreprise, dont le dirigeant ou la dirigeante, la CEO, était très visionnaire, très stratégique et très convaincu. C'était très facile. Il a fallu embarquer l'interne, le board et beaucoup d'autres. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Mais chacun son levier. C'est ça que j'ai envie de vous répondre. Pour certains, et ça ne me pose aucun problème, au contraire, pour certains, le levier, ça va être le devoir de vigilance ou le risque. C'est-à-dire que parce que la culture, ils vont bouger s'ils sont convaincus qu'ils prennent un risque à ne pas bouger. Pour d'autres, ça va être la capacité à créer du business supplémentaire. Pour d'autres encore, ça va être... c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure, selon le rattachement hiérarchique, quand, quand la fonction est rattachée au CEO, au CFO, au CHRO ou, le cas échéant, au secrétaire général, les entrées vont être différentes. Mais ce n'est pas important finalement. Simplement, il faut identifier le levier qui va, dans la première séquence, mobiliser le CEO, son COMEX, et ensuite le board, ou si le board, c'est lui qui est à l'initiative, parce que c'est souvent le cas aussi, les boards vont commencer à faire mouvement et à demander à leurs équipes dirigeantes de faire mouvement, peu importe le levier, c'est celui qui permettra de faire mouvement. Donc ça peut être un sujet de conformité ou de droit sur une crise. Voilà, on a un client en ce moment, il m'a expliqué qu'ils allaient tick the box, très gros LBO en France. Et donc, lui, son actionnaire s'intéresse à la valeur de l'entreprise, valeur en equity. Bon, ils viennent d'avoir un énorme sujet de corruption. Bon, je vous garantis que ça me facilite la tâche, ça change tout. Voilà, c'est le levier. C'est pas terrible, j'aurais préféré un levier positif et de réflexion stratégique et d'enthousiasme. C'est pas possible, mais là, on va leur expliquer qu'on va les sécuriser, que grâce à la CSRD, nous allons... Je caricature un peu, mais en tout cas, l'histoire est vraie. Ça peut être un sujet attaché à la difficulté. On a un autre client, plus petit, mais 30% de turnover de son effectif, et lui, il excède à rien. Vous vous souvenez, je prends cette anecdote, mais
la dernière promo, l'avant-dernière promotion de l'X, des étudiants de l'X, face à leurs parrains, je ne cite pas, mais vous l'avez tous vu, ils lui ont tourné le dos. Good luck, alors il a expliqué, il est très brillant ce personnage, il a une très très belle vision. Il communique sans doute pas aussi bien qu'il le pourrait, mais je suis malgré tout assez motivé par ses initiatives et ce qu'il fait, y compris la transformation de son entreprise. Ceci étant, personne ne le comprend ou personne ne le voit pour l'instant. Et il répondait, mais c'est pas grave, si je ne peux pas recruter d'étudiants de l'X en France, j'irai recruter des Coréens, des jeunes Coréens. Ça a duré 2 minutes. Il s'est dédié en disant qu'il n'avait jamais dit ça. Et donc, lui, ça va être son accès aux ressources humaines et aux compétences. Un troisième, ça va pouvoir être, sous réserve qu'il fasse souvent, mais il va faire, il n'a pas le choix, etc., etc. Donc, je veux dire, il n'y a pas de bon motif, il n'y a pas de bon ingrédient, sous réserve que ça permette le mouvement. Donc, il faut se priver de rien. Toute la difficulté, en fait, ça va être d'arriver à écouter les signaux faibles et à faire écouter les signaux faibles, en fait. Et effectivement, c'est exactement les exemples. Quand vous vous rendez compte à un moment que vous avez des jeunes recrues qui démissionnent parce qu'en fait, c'était très bien ce qu'on avait écrit dans le rapport annuel, mais c'est pas la réalité qu'on a en interne. Quand vous vous rendez compte que vous avez des banquiers qui vous disent « Ah ben oui, mais là, vous aviez dit que… » et en fait, on se rend compte que vous ne le faites pas, au bout d'un moment, ça va faire une pression qui va venir de plusieurs endroits. Et c'était tout l'objectif, en fait, derrière cette réglementation. C'était pas de dire stricto sensu, vous devez changer vos business models. C'était de mettre des points de pression par différentes avenues. Et l'un des rôles du Conseil, et c'est pour ça que tout ce qui est direction des risques doit être vraiment partie prenante dans cette analyse de matérialité, c'est de faire prendre conscience de la montée des risques à ne pas bouger. Et la CSRD, c'est pour ça que, comment dire, au niveau de l'IFA, on s'est dit, bon, nous, on aurait souhaité que ce soit d'abord une prise de conscience de l'aspect transformatif, ce qu'on a débattu là tout ce midi, mais que si c'est pas ça et que ça n'est que l'aspect reporting, eh bien là, ça va faire exploser des choses. Je veux dire, parce qu'il va falloir les écrire noir sur blanc, ça va faire réfléchir. Si on refuse de donner l'information, des tiers nous vont nous dire, mais attendez, vous refusez de donner l'information, mais cette information, elle est matérielle. Donc on va se prendre des observations, des qualifications dans le rapport d'audit derrière. Donc ça va faire, je veux dire, une forme de mayonnaise qui va petit à petit nous obliger à bouger, qu'on le veuille ou non. Mais je suis d'accord, c'est plus long de procéder comme ça, plus frustrant parce qu'on pourrait aller plus vite si tout le monde était vraiment convaincu, d'où l'idée d'avoir une gouvernance convaincue. C'est pas toujours évident, le renouvellement des conseils, c'est pas aussi rapide que ça, et puis derrière, oui, des dirigeants qui soient aussi convaincus, c'est toujours plus facile, mais je pense qu'on finira par y arriver de toute façon. Laurence Breton-Quigny, on a beaucoup parlé de la pression sur les RH en termes de recrutement ou de démission. C'est quelque chose que d'une part, vous sentez et une préoccupation qui remonte à la NDRH, par exemple ? Oui, on a toujours beaucoup de métiers en tension. Nous, on dit toujours que le turnover, ça doit être entre 5 et 15%. Après, ça dépend de l'activité que nous avons. Mais les jeunes sont de plus en plus intéressés. On a traité des sujets de l'éco-anxiété. C'est vrai que, d'ailleurs, le Covid n'a fait que monter les problématiques de la santé mentale. Je rappelle que demain, c'est la journée de la santé mentale et on est tous confrontés à de plus en plus de jeunes qui souffrent de troubles de la santé mentale. Et un trouble de santé mentale, c'est une cicatrice qui sera toujours présente, dont il faudra toujours faire attention qu'elle ne s'ouvre pas. Et ils sont très sensibles à la fois à tous ces enjeux d'égalité, de climat, bien sûr, d'environnement. Et on doit être là pour eux parce que c'est eux qui seront à notre place. Et aujourd'hui, beaucoup souffrent de désaffection du modèle salarié. Parfois ils aiment d'autres formes ou ils ont envie de profiter de la vie. Enfin, on se retrouve avec des schémas très différents. Et donc il faut réussir à vraiment les rassembler et à les emmener avec nous. Ça veut dire aussi beaucoup de transparence. Et on n'a pas parlé, mais il y a le point du développement, de la formation qui sont à l'intérieur. Et moi, je trouve que c'est vraiment un sujet pour l'engagement. Je rappelle que la mesure de l'engagement, nous, au niveau international, on parle beaucoup de l'INPS, le Net Promoter Score pour les salariés. Sans cela, voilà. Et c'est vrai que toutes ces mesures, après la RSE, après nos normes ISO, CSRD, peu importe le nom, ce qui est important, c'est qu'il y ait du fond, pas seulement des indicateurs, et que ça nous serve à passer à l'action.
Parce que eux, s'ils viennent pas, je rappelle que sans humains, vous allez vous dire l'IA, l'automatisation et autres, c'est faux. Tous les projets de transformation IT échouent pour des problèmes RH. Donc voilà, il faut réussir à les emporter et l'engagement est un point important. Et je rajoute juste un point, pour les dirigeants actuels, il faut qu'ils soient convaincus que de ne pas aller sur ces sujets-là de façon suffisante, ça occasionne une perte de valeur dans l'entreprise. Je ne parle même pas d'augmentation du chiffre d'affaires, mais l'entreprise perd en valeur, et que pour un dirigeant, notamment des dirigeants familiaux, les jeunes générations dans les familles en général sont beaucoup plus en prise sur ces sujets-là, et il y a des enjeux de succession. Qui reprendra une entreprise dans 10 ans qui ne se sera pas préparée aux changements climatiques, aux changements sociétaux? Donc on risque d'avoir un retour de bâton assez sévère si effectivement on ne s'en préoccupe pas. Simplement, il faut voir un petit peu le temps long et avoir ces discussions pour que tout le monde arrive à se convaincre qu'il faut bouger. On a le temps pour une dernière question. Oui, allez. Allez-y. Oui. Alors oui, évidemment, je veux dire, est-ce qu'on a le temps? C'est clair, quand on voit ce qui se passe, oui, je pense qu'on rejoint tous, et c'est pour ça qu'on est tous dans la salle, clairement. Maintenant, c'est ce qui a été dit par Laurence, il faut arriver à y aller tous ensemble. Et y aller tous ensemble, arriver à convaincre tout le monde, c'est loin d'être évident. Alors, est-ce que la directive est allée assez loin? Non, de toute évidence, elle était plus ambitieuse au départ, et ça a été le résultat d'un compromis. Je veux dire, dès qu'on veut y aller tous ensemble dans une direction, forcément, on est avec des compromis. N'oubliez pas une chose, c'est que l'Europe n'est pas un château fort. Je veux dire, avec la globalisation des chaînes de valeur, nous sommes tous dépendants aussi de ce que font les autres blocs. Nos chaînes de valeur, elles sont aussi très largement sur les autres continents. Donc, on n'est pas, comment dire, la directive, elle résulte d'un compromis qui... Très sincèrement, moi j'ai été très déçue qu'on revienne un peu sur le projet initial, mais je reconnais que c'était la bonne chose à faire parce que maintenant on a quelque chose qui est en train d'être opérationnalisé, qui va faire réfléchir. Est-ce que c'est trop tard? C'est jamais trop tard. C'est pour ça que j'insiste moi beaucoup maintenant sur certes il y a le côté inside out, mais le côté outside in, parce qu'il va falloir pour notre génération, votre génération, celle de nos enfants et petits-enfants, on sera dans un changement climatique beaucoup plus violent, avec des impacts beaucoup plus violents. À 40-50 degrés dehors, vous ne vous déplacez pas en voiture ou en vélo parce que l'asphalte fond. D'accord? Donc, je pense qu'on n'est absolument pas préparé de comprendre les conséquences de ce que ça va avoir. Donc, il faut vraiment intégrer ces aspects-là dès maintenant et puis le faire au rythme où on est prêt à le faire tous ensemble. Et malheureusement, je vous rejoins, ça demande un petit peu plus de temps. Mais il vaut mieux, comment dire, je ne dis pas qu'on prend le temps, oublions pas l'effort qu'on va faire avec la CSRD. C'est déjà énorme comme effort. Bon, c'est oui, on aurait tous préféré que ça arrive il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans. Ça arrive maintenant, donc tâchons de le faire correctement maintenant. Emmanuelle Cordano, est-ce qu'il aurait fallu des sanctions? Non, je pense qu'il faut accompagner les entreprises. Je suis assez d'accord avec ce que Anne-Hélène a dit. Les sanctions, est-ce que ça aurait permis aux entreprises d'aller plus vite? Je ne suis pas sûre. On est sur des sujets d'accompagnement au changement. Il y a des entreprises qui n'ont pas encore pris la mesure de ce que ça représente pour elles. Je ne suis pas sûre que payer une amende permettrait à ces entreprises d'aller beaucoup plus vite. Transformation du business model, c'est tellement compliqué.
ça peut vouloir dire aussi d'abandonner des activités. Enfin, avant d'être convaincu qu'il faut arrêter de vendre des produits, ça ne peut pas se faire sous forme d'amende ou de... Voilà, donc non, je n'ai jamais pensé qu'une amende pourrait permettre d'aller plus vite. En revanche, je me fais moi un petit peu de soucis sur justement le temps. Enfin, moi, je viens du monde de l'entreprise et je pense malgré tout que les entreprises ont besoin de temps pour mettre en place cette réglementation, même si effectivement la CSRD, enfin, il y a un certain nombre de mesures transitoires. Comme on vient de le voir, il y a certains COMEX, certains CEO, certains conseils d'administration qui ne sont pas encore complètement sensibilisés à ces sujets. Et ils fonctionnent en comparant avec des concurrents. Et donc, ils ont presque besoin d'avoir du retard avant de se rendre compte de leur retard à eux. C'est-à-dire du retard dans le reporting, puisqu'ils vont aller faire du benchmark une fois que les premiers reportings seront faits. Donc moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut donner du temps aux entreprises, au moins dans les 3-4 ans qui viennent, quitte à accélérer après si effectivement les résultats ne sont pas là, et pourquoi pas avec des sanctions financières. Ouais, peut-être plusieurs commentaires. D'abord, en fait, les sanctions existent. Il va y avoir les sanctions des parties prenantes, collaborateurs, clients, que ce soit, j'évoquais tout à l'heure en B2B, beaucoup d'entreprises sont très avancées et demandent à leurs fournisseurs de prendre des engagements parce que les fournisseurs viennent impacter leur propre reporting et leurs propres initiatives, leurs propres data. C'est vrai sur le carbone, c'est vrai sur beaucoup d'autres choses. Donc de fait, vous prenez le risque de perdre des marchés. Enfin, ce sont des choses très concrètes. Ce n'est pas une sanction au sens police, mais c'est une sanction tout à fait effective et certains commencent à être confrontés à ça déjà depuis quelques années. Donc la sanction des parties prenantes. Devoir de vigilance, on l'a évoqué. Il n'y a à peu près aucune décision prise pour l'instant et je pense que ça fait trembler la main des magistrats pour l'instant parce que la réglementation va leur permettre, la loi va leur permettre de prendre des sanctions extrêmement fortes. Mais malgré tout, il faut bien reconnaître qu'on peut aussi, à travers ces sanctions, mettre en difficulté économique l'entreprise. On peut passer au tapis avec des sanctions telles que le juge va être en capacité de les délivrer. Donc pour l'instant, il est normal que tout ceci se mette en place progressivement, mais la sanction existe, devoir de vigilance. Et puis, il va y avoir la sanction fonds propres, BAL 4, pour les établissements financiers qui sont soumis à BAL. C'est une réglementation très complexe, mais en tout cas, ceux qui ne seront pas dans les engagements qui ont été pris et avec lesquels elles vont devoir, etc., il va y avoir des sanctions parce qu'on va leur demander d'aller mettre du fonds propre supplémentaire et ça peut aussi les mettre en difficulté sur au plan de la performance financière. J'ajoute que les sanctions pour les constructeurs automobiles avec les moteurs thermiques, etc., enfin, tout ça, c'est quand même déjà assez massif. Il y a déjà, si je puis dire, même si ce n'est pas frontal sur les CSRD, il y a un écosystème de sanctions possibles, y compris soft à travers le client et les parties prenantes, qui existe déjà. Et ça, c'est la première partie de réponse que je voulais faire. Moi, en fait, j'ai été tellement content que la CSRD sorte que finalement, je me suis assez peu intéressé et j'ai pas été déçu parce que je craignais qu'elle passe, pour dire vulgairement, au tapis. Comme on le voit, comme on voit le débat en ce moment sur les moteurs thermiques à 2030, etc., etc. Il y avait une telle pression de l'ensemble des acteurs économiques que je m'étais dit, ils vont jamais y arriver. Je ne sais pas si on se rend compte de la complexité de ce qui a été construit, de l'intelligence qu'il y a derrière. Oui, il y a un peu de technocratie derrière, bien sûr, on ne va pas nier ça non plus, mais enfin, c'est ainsi. Et l'ensemble des reportings dont on a parlé à 4 depuis tout à l'heure, sont aussi enfin, voilà, produisent aussi ça. Mais l'idée qui sous-tend la CSRD, cette vision stratégique qu'a eue la Commission, enfin, et les acteurs, est incroyable, je veux dire, de vision et d'ambition pour l'Europe. Et je pense, j'espère que je le verrai, que ce ne sera pas dans 40 ans, quand je serai soit disparu de cette terre, soit largement à la retraite. Mais je crois fondamentalement que ce qui est engagé avec la CSRD, cette réglementation et ce qu'elle participe à faire aux entreprises, va générer un mouvement positif, boule de neige, si je puis dire, parce qu'il inclut l'ensemble de l'écosystème grâce à la chaîne de valeur et que c'est une transformation radicale, y compris pour les dirigeants eux-mêmes dans leur propre gestion de performance. Enfin, je dis dirigeants, c'est conseils et dirigeants exécutifs. Donc moi, je suis incroyablement positif
en me disant, parce que je vois, y compris dans des entreprises sous LBO, avec lesquelles je travaille aujourd'hui sur ces questions, ce que ça participe à produire en raisonnement, en réflexion, en initiative, en idées nouvelles, en changement de système. La difficulté, après, c'est deux principales à laquelle je nous vois être confrontés, c'est l'alignement des planètes ou l'alignement des parties. Quand on est actionnaire en LBO ou quand on est opérateur, dirigeant exécutif en entreprise, évidemment, on a beau se convaincre, après, il faut s'aligner avec son actionnaire, ses salariés, ses collaborateurs, son équipe dirigeante, etc. Et ça, c'est une gageure. Ça, c'est complexe. Mais le mouvement est engagé et personnellement, je suis vraiment très, j'allais dire pessimiste, un lapsus terrible, pardon, très optimiste de ce que je vois dans les typologies d'entreprises qui choisissent mon cabinet parce qu'on est des financiers qui se disent sans doute qu'on n'est pas doux rêveurs et qu'on n'est pas des écolos, si on l'est un peu quand même, mais on capitalise précisément sur ce levier financier en leur expliquant, ça a été dit, hein, je pense qu'on est tous d'accord, y compris sur en ressources humaines, ça génère de la performance économique ou de l'equity, et ça va générer donc vraiment un progrès considérable en matière de durabilité et d'efficacité pour nos entreprises. Mais c'est sur cet optimisme que nous allons arrêter. Voilà. Merci beaucoup.